Le harcèlement est un sujet, et merci de l'avoir rappelé, que je prends extrêmement au sérieux, dans une politique qui est d'ailleurs effectivement dans une certaine continuité depuis 10 ans, qui a eu de premiers résultats, mais qui doivent maintenant aller plus loin. Je le prends très au sérieux en tant que phénomène humain, en tant que phénomène mondial, parce que le harcèlement est malheureusement un phénomène mondial. Le fait qu'il soit mondial nous amène à la fois à voir qu'on a un sujet, je dirais, anthropologique et sociologique, mais aussi de le voir avec un relatif optimisme, puisqu'on voit que des pays arrivent à combattre le harcèlement. Et je considère aussi que si nous réussissons à combattre le harcèlement scolaire, et même parfois à l'éradiquer dans certains établissements, c'est que si c'est possible quelque part, c'est que c'est possible partout, et que d'autre part, réussir cela, c'est réussir en fait l'ensemble des enjeux de la vie scolaire, puisque cela signifie que lorsqu'on parle de valeurs de la République, on parle de fraternité, et que c'est ce qui doit exister dans toute école, dans tout collège et dans tout lycée, et que c'est faisable. Et que bien entendu, ça n'est pas la situation actuelle, en tout cas pas partout, et qu'on a une grande hétérogénéité, et qu'on doit y arriver. Je le dis en pensant aux victimes du harcèlement, je pense à Marjorie, à Alisha, à Marion, pour prendre les prénoms emblématiques d'enfants pour qui cela a été dramatique, mais aussi à tous ceux pour qui ça peut être moins dramatique, mais pourtant très grave, dans les conséquences que ça a eu sur leur vie et sur la suite de leur scolarité. Aucune forme de violence ne peut être tolérée au sein de l'école, et d'une certaine façon, ce qui se joue là, c'est un petit peu la construction de notre société future. Donc, comme vous le voyez, je ne prends pas du tout ce sujet à la légère. Je le considère comme très emblématique finalement du contrat social républicain tel qu'il se joue dans l'enfance et dans l'adolescence, et le tout dans un contexte où nous venons d'avoir le verdict dans l'affaire Mila, qui est évidemment pas sans rapport avec ce dont nous parlons, mais qui marque au moins une étape importante dans le fait que nous ne laissons pas le cyberharcèlement impuni. Il faudra évidemment faire de nouveaux progrès, j'y reviendrai. En 2019, avec les pays membres du G7, j'ai souhaité porter le sujet du cyberharcèlement à un niveau mondial, parce que chacun comprend bien que cela nous renvoie aux pratiques sur Internet, et donc à des sujets de relations avec les plateformes, et que donc tous les systèmes scolaires ont le même problème, et ceci renvoie à de nouvelles règles du jeu à chercher et à trouver dans un cadre mondial. Donc j'ai pris des initiatives. Comme vous le savez, la première dame, Mme Macron, s'est impliquée sur ce sujet pour lui donner tout le relief nécessaire. Et cet appel avait été donc lancé avec elle lorsque nous présidions le G7. Cela signifie que plusieurs pays sont entrés dans cette logique avec nous. Et j'ai redoublé cet appel le 5 novembre 2020 à l'UNESCO, lors de la conférence qui, comme nous le souhaitions, s'est tenue sur le harcèlement, et qui, par un hasard un peu tragique du calendrier, s'est déroulé quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, qui, lui aussi, évidemment, fait écho à tout cela, puisque c'était un emballement sur les réseaux sociaux, comme chacun sait, qui était à l'origine de cet assassinat. Donc, le sujet du cyberharcèlement mérite que nous passions à une nouvelle étape, et les travaux que vous allez faire vont certainement nous y aider. Je dois dire d'emblée quelque chose que j'ai eu l'occasion de dire ces derniers temps, c'est que nous avons de premières réussites importantes en matière de lutte contre le harcèlement. Nous le faisons reculer, même s'il y a encore beaucoup à faire, et c'est les premiers indicateurs que nous avons sont encourageants. En revanche, nous n'avons pas fait reculer le cyberharcèlement. Au contraire, il s'est développé de manière très forte, notamment à la faveur du premier confinement. Et depuis lors, de sorte que les petites réussites du premier côté sont malheureusement un peu effacées par les échecs, ou en tout cas les insuffisances de l'autre. Donc nous devons prendre toute la mesure du phénomène et passer à une nouvelle étape. Et je vais venir évidemment sur certains points de cette nouvelle étape. Vous le savez, nous avons aussi renforcé le cadre juridique ces dernières années, avec une inscription dans la loi, donc dans la loi pour l'école de la confiance. C'était à l'article 5. Aucun élève ne doit subir de la part d'autres élèves des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale. C'est vraiment, à mes yeux, très important d'avoir désormais cette base législative qui est la
référence pour l'action publique désormais. C'était d'ailleurs un amendement d'Erwan Balanant qui nous avait permis de l'inscrire. C'était une très bonne chose. La détermination à combattre ce fléau a donc enclenché une mobilisation générale avec un spectre de mesures, puisque ce n'est jamais une seule mesure qui permet de répondre à de tels problèmes. D'abord, en 2017, l'interdiction du téléphone portable dans l'enceinte des collèges, en plus des écoles, a été un progrès incontestable, parce que évidemment le téléphone portable fait partie des outils du harcèlement, et puis de différents problèmes d'ailleurs au collège. On n'en parle plus tellement, comme les choses qui s'accomplissent positivement, mais le fait est que cette interdiction, qui est effective dans tous les collèges de France, est quelque chose de très bon pour la vie concrète et quotidienne de nos élèves. En 2018, nous avons créé 335 référents académiques et départementaux et créé des ambassadeurs collégiens. C'est une mesure là aussi très importante, parce que c'est à la fois des adultes qui sont désormais en responsabilité pour s'assurer de l'effectivité des politiques de lutte contre le harcèlement dans les établissements, mais aussi c'est la responsabilisation des élèves eux-mêmes, et on sait que c'est une clé majeure. Autrement dit, on a vous le savez, des ambassadeurs collégiens qui font un travail remarquable quand cela existe, pour aller à la racine des problèmes et changer la logique qui est passée d'une logique de persécution du faible, entre guillemets, à une logique où au contraire on fait honte à tous ceux qui pratiquent le harcèlement. En 2019, nous avons lancé un plan national qui était une sorte de deuxième étape avec 10 mesures qui concernent la formation systématique des professeurs et des familles, la création d'un comité d'experts national qui d'ailleurs se réunit demain, jeudi 8 juillet, pour le bilan annuel. Ce comité d'experts permet de travailler sur les contenus pédagogiques et scientifiques et de s'assurer d'un suivi aussi du sujet. Et nous avons aussi créé le prix non au harcèlement, auquel ont participé cette année 40 000 élèves, 950 projets, récompensant les productions graphiques ou vidéo élaborées dans le cadre d'un projet d'école ou d'établissement. Ce prix a désormais beaucoup d'impact. Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler que nous avions avant-hier une journée entière consacrée au sujet de l'école inclusive et de ce que nous faisons avec les élèves handicapés. Et il m'a été demandé par une association, et j'ai tout à fait approuvé cette idée, que cette année nous fassions particulièrement attention au thème du harcèlement des élèves handicapés, puisque on voit qu'il y en a un pourcentage plus grand que la moyenne qui sont justement l'objet de harcèlement, et c'est significatif aussi du fait que ce concours est vu comme étant un outil pertinent. Nous avons aussi développé le numéro gratuit 3020, auquel nous apportons une subvention importante de 322 000 €, qui est le numéro d'écoute et de prise en charge des familles et des victimes, avec en plus des lignes académiques dédiées, avec des horaires étendus pour joindre directement les référents académiques et départementaux. Et puis le numéro gratuit 3018, que nous subventionnons aussi à hauteur de 120 000 € pour signaler les contenus indésirables sur les réseaux sociaux. À la rentrée 2021, l'étape suivante va être franchie, puisque c'est la généralisation à toutes les académies du programme de prévention de harcèlement que nous avons expérimenté dans 6 académies pendant 2 ans. Ce programme phare que vous avez regardé. Ce programme s'appuie, vous le savez, sur le modèle des programmes internationaux qui ont connu des réussites. On s'est beaucoup inspiré au départ des modèles scandinaves auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure, notamment le programme finlandais, qui font partie des pays qui ont réussi à vraiment réduire très très fortement le harcèlement. Et donc les grands contenus de cela, vous le savez, c'est de former pendant 8 jours 5 personnels par établissement pour le repérage et le traitement des cas, et créer des parcours pédagogiques pour les élèves avec 10 heures d'apprentissage annuel du CP à la 3e. Pour moi, on est au cœur de l'éducation morale et civique et très concrète, et donc ce n'est pas une brique de plus dans la masse des choses que nous avons à faire passer à nos élèves, c'est quelque chose qui vient renforcer quelque chose qui de toute façon doit être fait.
Nous avons aussi ajouté à cela le permis Internet, collège-lycée, que nous avons étendu dans le projet de loi confortant le respect des principes de la République à la fin du primaire. C'est un amendement des députés Caroline Abadie et Laetitia Avia. Et puis nous avons aussi permis que les équipes mobiles de sécurité, les EMS de l'éducation nationale, présentes dans toutes les académies pour la sécurisation des écoles, des collèges et des lycées, puissent suivre des formations sur cet enjeu. Le renforcement de la lutte contre les bandes fait aussi partie de cela, ainsi que le plan de lutte contre les violences en milieu scolaire, avec la désignation d'un référent départemental pour animer une cellule violence. Cette cellule présente dans chaque direction académique est chargée d'un suivi précis de tous les phénomènes de violence en milieu scolaire. Tout ceci vient s'insérer dans ce que j'ai appelé le carré régalien, qui est aussi une innovation de cette année, de la rentrée 2021. Le carré régalien a 4 côtés. C'est le sujet valeurs de la République et laïcité. C'est le sujet instruction en famille et contrôle des écoles hors contrat. C'est le sujet violence, bandes, gangs, drogue qui sont au cœur de nos plans violence. Et en 4e lieu, le sujet du harcèlement et du cyberharcèlement. Chacun de ces 4 sujets est différent des autres et relève de logiques différentes. Mais l'objectif, c'est, dans les 4 cas, de s'assurer d'un respect de la loi, tout simplement, et des valeurs de la République, et avec des équipes dédiées, sur le modèle de ce que nous avons déjà fait pour les équipes valeurs de la République et laïcité, c'est-à-dire des équipes capables d'intervenir sur le terrain en soutien, soit, je dirais, à froid pour des actions de formation, soit à chaud pour aider les acteurs qui se sentent parfois démunis face à des situations trop complexes. Donc, l'objectif du carré régalien, c'est qu'il n'y ait pas d'angle mort, c'est que dans toute académie, les 4 sujets soient vus et bien vus, avec les ressources humaines nécessaires et les complémentarités de compétences que tout cela appelle. J'étais d'ailleurs hier à Montpellier où j'ai fait une réunion au rectorat sur le carré régalien de ce rectorat, et je fais attention actuellement aux 30 organisations des 30 rectorats sur cette question pour que nous soyons bien prêts à la rentrée, conformément d'ailleurs à certains engagements que j'avais pris devant la représentation nationale. Donc le système s'organise de plus en plus pour faire face à la question. Notre stratégie est de diversifier les angles d'attaque, d'avoir un spectre large, une vision à 360 degrés pour la mobilisation de tous les acteurs de l'éducation nationale et des partenaires de l'éducation nationale, et puis la prise de conscience et le travail des élèves eux-mêmes pour combattre durablement ce phénomène. Vous avez demandé, Madame la Présidente, si on ne devrait pas retenir l'idée d'une sorte de notation sur ce qui est fait en la matière dans chaque établissement. Eh bien, nous allons d'une certaine façon dans ce sens, avec maintenant le déploiement de l'action du Conseil d'évaluation de l'école, qui était dans la loi pour l'école de la confiance et qui est une réalité sur le terrain depuis septembre dernier. Et vous le savez, l'idée est d'évaluer tous les établissements de France sur une période de 5 ans, par vague de 20% chaque année. On a donc commencé cette année avec 15%, puisque on était un peu contraint par l'épidémie. Mais cette évaluation, j'en profite pour le dire, parce qu'on voit l'aspect systémique de tout cela, conduit d'abord à une auto-évaluation de l'établissement, puis à une évaluation par des équipes pluridisciplinaires extérieures. Et parmi les grands domaines d'auto-évaluation et d'évaluation, il y a le climat scolaire, et au cœur du climat scolaire, la politique de lutte contre le harcèlement. Et donc il va y avoir une prise de conscience et une responsabilisation de plus en plus forte autour de ce sujet, avec des personnes dédiées à cela particulièrement sensibles, une sorte d'avant-garde, mais plus globalement une responsabilisation de tous. Donc nous comptons beaucoup aussi sur ce caractère un peu systémique et systématique de la lutte contre le harcèlement. Cela devra s'accompagner, je n'en doute pas, de mesures nouvelles encore dans les temps à venir, tout particulièrement sur le cyberharcèlement, tant le sujet excède d'ailleurs le simple domaine de l'éducation nationale et mérite à la fois une vision globale à l'échelle nationale et globale à l'échelle internationale. Mais en tout cas, on ne doit pas se laisser dominer par ces phénomènes de société qui font beaucoup de tort et être organisé tout simplement pour y répondre. Et je crois que la direction est prise et évidemment, il faut qu'on franchisse encore de nouveaux crans. Merci, Monsieur le Ministre. Je cède la parole à notre rapporteure, Madame Colette Mélot.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je vous remercie pour ce premier tour d'horizon que votre présentation nous a proposé et qui constitue une très utile contribution à notre réflexion. Permettez-moi de prolonger ce premier échange en vous faisant part de plusieurs de mes interrogations. Nous avons, il y a 15 jours, auditionné les représentants des réseaux sociaux et de nombreuses contradictions sont apparues dans plusieurs de leurs principes. Protection des personnes versus secret des correspondances, liberté individuelle versus communication de données personnelles aux réseaux sociaux pour faciliter la reconnaissance d'éventuels harceleurs anonymes, etc. Comment, dès lors, opérer une conciliation entre objectifs variés? Existe-t-il une différence juridique d'approche entre pays européens? Car d'évidence, la lutte contre le cyberharcèlement ne peut se concevoir dans un seul pays. Voilà, ont-ils d'autres approches en ce qui concerne les réseaux sociaux? Un grand nombre de nos interlocuteurs, notamment sur le terrain, ont attiré notre attention sur le développement dramatique du sexting et du revenge porn. Ainsi, l'ensemble de la communauté éducative et des partenaires de l'éducation nationale rencontrés la semaine dernière dans le Pas-de-Calais soulignaient les dangers du cyberharcèlement et la difficulté de lutter contre. Quel regard portez-vous sur ce phénomène? Comment agir pour supprimer définitivement d'Internet des photos qui n'ont pas à y être? Quelle relation entretenez-vous avec les réseaux sociaux afin qu'ils sortent clairement de l'ambiguïté actuelle et cessent de se réfugier derrière le respect formel de leurs obligations? Bref, qu'ils soient enfin proactifs et participent à la sensibilisation et à la formation des utilisateurs. Ainsi que nous l'a rappelé M. Éric Debarbieu la semaine dernière, l'obligation d'agir contre le harcèlement dans les établissements scolaires est déjà largement inscrite dans le droit. Et vous venez de nous rappeler qu'il avait été inscrit lors du projet de loi sur l'école de la confiance. Nous avons tous les textes qu'il faut. Et comme nous l'a confirmé la défenseure des droits, le problème qui se pose est celui de leur application. Comment, par conséquent, faire du travail d'équipe entre les membres de la communauté éducative une réalité pour mieux lutter contre ces phénomènes? Si la question des moyens ne saurait tout expliquer, ceux-ci permettent d'améliorer bien des situations. Nous l'avons constaté lors de notre déplacement dans un établissement REP+ à Melun, où des temps sont dédiés à ce travail d'équipe grâce à une dotation supplémentaire qui permet de former efficacement tous les personnels. Ceci est dû à la labellisation Cité éducative du territoire, qui est une aide importante pour l'établissement. Enfin, et sans empiéter sur le contenu des programmes scolaires, nous avons constaté une déficience en matière d'éducation aux droits, tant des enfants que des parents au demeurant. Il serait certainement important de leur donner des notions à ce niveau-là. N'est-ce pas l'occasion de les faire évoluer pour mieux éduquer les enfants aux risques bien réels du monde virtuel? Monsieur le ministre, je vous remercie d'avance pour vos réponses. Ce sont beaucoup de questions et certainement que mes collègues en poseront d'autres. Merci Madame la rapporteure. Alors c'est évidemment des questions difficiles et qui n'appellent pas des réponses faciles, mais je vais quand même apporter quelques éléments. D'abord, évidemment, totalement d'accord avec tous les constats que vous avez faits, y compris sur le développement par exemple du sexting et du revenge porn, qui est là aussi quelque chose qui est un phénomène mondial. Et la difficulté qu'il y a à lutter contre toutes ces pratiques sur Internet. Alors, c'est vrai qu'il y a des principes qui s'opposent, qui se rentrent en contradiction. C'est relativement classique sur bien des sujets, donc ça ne doit pas nous effrayer plus que ça. D'avoir liberté d'expression versus protection des personnes, c'est finalement un grand classique, si j'ose dire, antérieur à Internet, mais accentué par Internet. Et on a donc à trouver le bon équilibre, puisque effectivement la liberté d'expression n'est pas une petite chose.
pose. Mais la question, c'est évidemment la protection des personnes. Pour moi, j'ai les idées relativement claires sur cette question. C'est-à-dire qu'en matière de liberté d'expression, tout est possible dans le domaine des idées. Et par contre, la protection des personnes justifie depuis fort longtemps que l'insulte, la diffamation ou pire soit prohibée. Et donc, cette frontière-là qu'on doit retrouver sur Internet. Alors, quand on regarde la question sur un plan un peu européen, on a un droit pénal qui n'est pas harmonisé, c'est vrai. En revanche, le RGPD permet de faire retirer des données personnelles, et donc ça, c'est un élément commun aux pays de l'Union européenne. De ce point de vue-là, c'est vraiment un progrès. Il y a aussi toute l'action de la CNIL, donc, qui est d'une certaine façon la mise en œuvre de cette logique RGPD à l'échelle de la France. Et donc, on a un même cadre européen aujourd'hui pour les réseaux sociaux, pour lesquels on doit pouvoir franchir de nouvelles étapes sur le plan pratique. De ce point de vue-là, c'est intéressant. Ce sera intéressant pour moi aussi de bien prendre connaissance de ce que les représentants des plateformes ont dit devant vous. Elles n'ont pas vu de ma fenêtre toutes exactement les mêmes politiques, et on pourrait essayer d'avoir une harmonisation vers le haut pour ceux qui ont le plus eu d'actions positives ces dernières années. Mais il est évident qu'on doit franchir un cran dans la responsabilisation que l'on doit leur demander. Elles ne sont pas de simples tuyaux, elles ont une responsabilité quant au contenu, et c'est en tout cas la conception que je souhaite pousser. Et je pense que les éventuelles évolutions juridiques et d'actions administratives des temps à venir doivent aller dans cette direction, avec une capacité d'injonction plus forte de notre part vis-à-vis des plateformes. C'est en tout cas sur le plan, je dirais, philosophique et politique ce que je défendrai. Sur les moyens d'action pour les personnes concernées, pour les personnes touchées, le 30-18 et le 30-20 sont quand même de bonnes réponses aujourd'hui, qu'on peut toujours améliorer, mais qui en tout cas ont déjà quand même bien fait leur preuve pour apporter des réponses les plus rapides et les plus concrètes possibles à ceux qui sont victimes de harcèlement. Nous y consacrons des moyens importants, je les ai mentionnés tout à l'heure. Et quant à votre autre question sur les moyens, c'est-à-dire comment venir en appui aux établissements pour aider à une politique efficace de lutte contre le harcèlement. Ça va être le cas justement avec la généralisation du programme phare, qui suppose des sessions de formation, et donc nous mettons les moyens correspondants à cela. Et dans l'exemple que vous donnez de Melun, eh bien, on le retrouvera ça à de nombreuses reprises, avec l'extension donc du programme phare dans tous les établissements de France. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons prendre les questions des deux premiers collègues qui se sont inscrits. Donc, Madame Céline Boulay-Espéronnier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, on a eu plaisir à vous écouter. Et je me souviens qu'au début où j'ai été élue sénateur, je vous avais posé la question sur le harcèlement lors d'une audition, et vous m'aviez déjà donné l'impression de faire beaucoup de choses et d'avoir pris la mesure du phénomène. Et on avait évoqué qu'à l'époque, Madame Brigitte Macron en avait fait une cause nationale. Je me souviens de ça, mais à vous écouter 3 ans après, j'ai comme l'impression que ce n'est pas une critique, hein, c'est un sentiment, et vous me direz si il peut être partagé ou non, mais qu'il y a quand même un empilement de mesures, que vous êtes très actif, mais il y a quand même beaucoup de mesures qui sont prises. Je ne vais pas toutes les citer, on les a écoutées. Vous parlez de référents académiques, vous parlez de carré régalien et de beaucoup de choses, mais on a l'impression que c'est un peu parfois des cautères sur des jambes de bois, ou bien, pour utiliser une autre expression un peu familière, le tonneau des Danaïdes, surtout quand on parle d'augmentation de harcèlement, et notamment de cyberharcèlement, parce que vous l'avez dit vous-même dans votre propos liminaire, en fait, si on arrive à juguler un peu le harcèlement avec des résultats, le cyberharcèlement, lui, continue d'augmenter de façon exponentielle et régulière, et on se demande si, et c'est le sens de ma première question, on se demande parfois si finalement le harcèlement entre guillemets classique ne se transforme pas un peu systématiquement en cyberharcèlement, ce qui est pour moi vraiment un véritable point d'inquiétude. Après, sur des questions un peu précises, vous avez parlé l'importance du climat de classe. Là, on est, je pense,
pense, tous d'accord au sein de la Commission pour dire à quel point c'est important. Il en a été question lors de notre audition d'un député à midi. Mais vous avez évoqué aussi les ambassadeurs collégiens qui sont, à mon avis, très importants puisque c'est la question des pères. Comment un enfant est mieux écouté par un autre enfant que peut-être que par un adulte. Mais je voulais vous poser la question, quid des délégués de classe qui étaient très importants à notre époque? Est-ce qu'ils existent toujours? Parce que je me souviens que quand on élisait le délégué de classe, qui pouvait servir, alors peut-être c'est les ambassadeurs collégiens qui les ont remplacés, mais c'était la première approche de la citoyenneté et de l'engagement. Et il me semble qu'à un moment, cette élection a été mise à mal dans les classes et je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Je trouve aussi dommage qu'on n'ait pas, et on l'a évoqué également à midi, d'évaluation nationale sur le problème du harcèlement et ce qui nous permettrait aussi de dire comment ça évolue au fil des années et d'évaluation aussi sur les numéros que vous avez évoqués, les numéros gratuits qui sont les 30-20 et le 30-18, je crois. Est-ce qu'on a un retour là-dessus? Est-ce que ça marche auprès des jeunes ou est-ce que c'est un dispositif qui mériterait d'être amélioré? Et dernière chose, vous avez parlé de liberté d'expression, ça me semble être un point qui est totalement fondamental. La notion de liberté d'expression est différente d'un pays à l'autre. Les réseaux sociaux sont américains très souvent et la notion de liberté d'expression aux États-Unis est très différente de celle de la France. Et très souvent, j'ai déjà fait référence à ça, l'insulte est érigée en liberté d'expression. Souvent, la notion juridique est mince et je pense que les enfants peuvent ressentir les choses différemment d'un adulte de ce point de vue-là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire juridiquement par rapport à ça et notamment dans l'interministériel? Je pense qu'il y a plusieurs ministères qui devraient se mettre autour de la table pour parler de cela et ça me semble être vraiment très important. Je voulais votre retour là-dessus. Merci, Monsieur le Ministre. Les questions étant nombreuses, je vais vous laisser répondre, Monsieur le Ministre, peut-être à cette série de questions. Alors sur la question de l'empilement des mesures, c'est peut-être ma méthode d'exposé qui n'est pas la bonne, mais à mes yeux, elles ne sont pas du tout empilées, elles sont articulées les unes avec les autres, elles forment un tout cohérent et l'essentiel de ce que nous avons fait est finalement le renforcement de sujets qui existent déjà mais que nous appuyons. L'exemple de ça, c'est par exemple le carré régalien qui est fait pour tout simplement donner plus de force à la supervision académique du sujet. Il ne s'agit absolument pas d'une vision qui serait verticale et stratosphérique par rapport à des réalités de terrain qui résisteraient à ça. C'est l'image du pansement sur une jambe de bois me paraît injuste, puisque, pas vis-à-vis de moi, parce que ça n'est pas grave, mais vis-à-vis de tous ceux qui font cela, puisque l'objectif, c'est justement d'être sur le terrain en appui aux établissements. Et donc, en gros, il y a les petits et moyens problèmes qui ont vocation à être réglés dans l'établissement par la responsabilisation et la formation. Et puis, il y a les grands problèmes qui nécessitent des interventions extérieures. Et ensuite, ces mesures n'ont pas été vaines, puisque le recul du harcèlement, et qui est un premier élément, je crois que c'est d'ailleurs la première fois qu'on constate un recul du harcèlement, avec donc des données d'EP que nous commençons à avoir, des enquêtes. Ce recul est quand même encourageant. Et puis ce qui est encore plus encourageant, c'est le fait que notre expérimentation phare sur 2 ans a donné des résultats tout à fait probants. Et c'est ce qui nous permet d'aller vers la généralisation. Donc je crois que là, il ne faut surtout pas tenir... que nous ayons un discours, critique, et pour aller plus loin, ça, à la limite, le premier à le tenir. En revanche, je pense qu'on doit éviter un discours d'impuissance parce qu'il n'y a pas d'impuissance. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui transcende les clivages, à telle enseigne que je suis quasi sûr que vos conclusions, je les ferai miennes à l'issue de vos travaux, parce que de même que nous faisons de la comparaison internationale, ce que nous recherchons, c'est avoir une somme d'idées opérationnelles que nous rendons cohérentes et que nous renforçons. En tout cas, comme vous l'avez compris et comme vous l'avez rappelé, et je vous en remercie, il n'y a pas de doute sur notre motivation à faire avancer les choses. Sur donc l'évaluation nationale sur le phénomène, à l'appui de ce que je viens de dire d'ailleurs. Donc nous avons demandé désormais à l'ADEP de faire des enquêtes régulières sur cette question. Et les derniers chiffres donc montraient une première baisse qui était en 2018 donc de 5,6%. C'est encore une fois une petite baisse, mais c'est tout de même une baisse. Alors que
tout nous indique que cela allait croissant précédemment. Sur le sujet de la liberté d'expression, dont le concept change d'un pays à l'autre, c'est tout à fait juste de dire cela, d'où l'importance d'avoir au moins une approche européenne, et d'où l'importance des démarches dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi d'avoir des références UNESCO sur cette question. C'est pourquoi nous menons un travail dans le cadre de l'UNESCO aussi sur ce sujet. Et même aussi dans le cadre de la francophonie d'ailleurs. Sur le sujet des délégués de classe. Alors ça existe toujours, fort heureusement, et surtout ça a été renforcé par une deuxième initiative, c'est que désormais vous avez des éco-délégués dans toutes les classes des collèges et lycées de France. Il y a donc 250 000 éco-délégués en plus des délégués de classe. Or, les éco-délégués ont comme standard, comme référence, ce qu'on appelle les ODD, donc les objectifs de développement durable, qui sont assez larges et qui incluent les sujets de bonne vie en commun. Et donc, et d'ailleurs, il m'est arrivé en établissement de voir des éco-délégués qui étaient aussi ambassadeurs contre le harcèlement. Et donc, ces mesures-là, comme vous l'avez dit d'ailleurs, sont très importantes parce que la chose la plus efficace, c'est évidemment de responsabiliser les élèves. Et donc, on peut s'appuyer sur les délégués pour cela. Et ils vont être de plus en plus mobilisés puisque le programme phare passe par une formation aussi des élèves. Merci. Guillaume Chevrollier. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le cyberharcèlement et le harcèlement témoignent aussi de la montée de la violence dans notre société. Donc il faut une réponse sécuritaire, mais il faut bien évidemment une réponse éducative et avec des actions très concrètes. Et je pense qu'il y a une voie qui mériterait d'être empruntée et développée, c'est d'associer davantage les parents au sein des établissements et de travailler sur cette alliance éducative entre parents et enseignants sur ce sujet du harcèlement et du cyberharcèlement, mais pas seulement sur celui-ci. Donc, quelles propositions concrètes vous pourriez faire pour associer davantage les parents dans l'école. Et dans le cadre de cette mission d'information, j'ai eu l'occasion d'échanger, bien évidemment, comme mes collègues, avec des citoyens de mon territoire, et les retours terrain des parents victimes, dont les enfants ont été victimes de harcèlement, tous témoignent d'un manque d'écoute des enseignants et de l'administration d'une façon générale, où à chaque fois il y a une certaine minimisation des faits, et peut-être aussi après, donc ça fait des parents qui sont démunis, mais les enseignants sont peut-être démunis face aux situations. Donc quelle réponse vous pouvez apporter? Quelle réponse aussi vous pouvez apporter aux situations dans les petites écoles où tout le monde se connaît, et donc les choses se déroulent forcément différemment de plus grands établissements. Et enfin, je rejoins ce qui a été dit sur la nécessité d'avoir des données, et à quand aussi sur cette interrogation sur une grande étude de victimation pour avoir un état des lieux et connaître les chiffres, un petit peu comme dans d'autres secteurs, les chiffres gris des faits aussi, pour avoir un état très, très clair. Et enfin, davantage de retours d'expérience, d'initiatives d'établissement, parce que comme vous l'avez dit, ce n'est pas une mesure qui permettra de régler le problème, mais c'est un ensemble de moyens. Donc est-ce que vous avez prévu d'accentuer le travail de retour d'expérience dans les établissements de notre pays? Merci. Je prends la question de M. Jacques Grosperrin. Merci Présidente. En plus, c'est là en prolongement avec celle de Guillaume Chevrollier, parce que je vous entendais, Monsieur le Ministre, nous dire que c'est un phénomène mondial et qu'il y a des pays qui y arrivent. Alors, je ne sais pas s'ils arrivent mieux qu'en France, mais ça veut dire qu'il y a peut-être des bonnes pratiques qui existent et qu'il y a un vrai problème vis-à-vis du cyberharcèlement. J'entends tout l'engagement que vous avez vis-à-vis de ce problème, de ce drame pour des familles. Je sais que vous avez fait une visioconférence avec tous les collèges de France dernièrement, qui a été très bien perçue par les chefs d'établissement, et à travers tout ce que vous mettez en place, que ce soit les ambassadeurs, le numéro 3018, etc., est-ce que vous avez appelé tout à l'heure le carré régalien, je pense que c'est quelque chose dont vous n'êtes pas insensible, et votre politique le montre. Moi, je voudrais agir sur 3 niveaux. Vous pouvez questionner par rapport à 3 niveaux. C'est déjà par rapport aux établissements et les enseignants.
On sait que dans chaque établissement, il y a ce qu'on appelle toujours l'effet chef. Il y a des établissements, on parle tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait des classes où il y a une bonne ambiance dans la classe, mais c'est peut-être aussi la bonne ambiance dans l'établissement qu'il est important. Est-il vrai que dans certains établissements, parce qu'on sait très bien que si un enfant qui harcèle, ben on l'exclut, on peut être amené à exclure l'ensemble des élèves ou trop d'établissements. Est-ce qu'il y a une mesure qui est variable? Et j'ai cru entendre que chez certains chefs, on leur dit bon, il ne faut pas agir de la même manière que si c'était un établissement qui est plus tranquille en quelque sorte. Parce que, alors ça c'est un problème parce que ça veut dire que le code de la route à un moment donné peut être divers en fonction des endroits où on se trouve et les chefs parfois se sentent un petit peu démunis. Et j'ai bien compris que plus on intervient tôt, plus le problème peut être résolu. Simplement, pour pouvoir intervenir tôt, ben, il faut le savoir, et c'est vrai que c'est difficile. Alors, donc, vis-à-vis de ces sanctions différenciées par rapport aux établissements, par rapport au climat de la classe, par rapport aux enseignants, c'est aussi la formation des enseignants. Moi, je me souviens, dans la méthode Freinet, lorsqu'un enfant voulait, par exemple, se battre avec son petit camarade, vous le savez très bien, il y avait une petite boîte, et puis il écrivait dans la petite boîte quelque chose en disant, voilà, demain, je vais mettre une claque à mon camarade, ou je vais lui dire telle chose. Et en réalité, le fait d'écrire cela, le lendemain, il ne le faisait pas. Donc c'était des méthodes. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être aussi des méthodes. Alors je ne veux pas parler de ça, mais c'est vrai qu'il y a peut-être aussi des méthodes de formation chez les enseignants qu'on pourrait apporter pour pouvoir les aider à régler cela. En ce qui concerne les enfants et les parents, on a compris que les enfants avaient des grosses difficultés à s'en ouvrir auprès des personnes familières et c'est souvent les parents qui l'apprennent le plus tardivement possible. Comment libérer beaucoup plus et davantage la parole qu'ils ne le font? Et lorsqu'on veut responsabiliser les parents, autant lorsque les enfants sont harcelés, les parents viennent vite dans l'établissement, et lorsqu'on explique aux parents que ce sont leurs propres enfants qui harcèlent, à ce moment-là, ils ne l'entendent pas. Et il y a des phénomènes de violence qui peuvent être émis en direction des enseignants et puis également en direction du chef d'établissement. Donc comment peut-on faire ceci pour qu'à un moment donné, on puisse mieux responsabiliser les parents, parce que je crois que c'est aussi la responsabilité des parents pour qu'à un moment donné, ils se sentent concernés. Et enfin, donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose de juridique à trouver. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez esquissé une piste par rapport à ça. Il y a peut-être dans d'autres pays où on peut agir de manière juridique peut-être plus suffisante, en tout cas supplémentaire. Et enfin, sur les partenaires, on a auditionné la semaine dernière avec la présidente et la rapporteure, la défenseure des droits, qui nous disait qu'il y avait des délégués. Elle vous avait à un moment donné interpellé elle vous avait sensibilisé sur le fait que justement elle agit à ce niveau-là, puis qu'elle souhaitait que l'éducation nationale agisse également encore plus particulièrement par rapport à ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les défenseurs des droits pourraient rentrer dans un certain moment ou dans un certain système? Alors je sais qu'ils le font à travers certaines choses, mais qu'ils soient plus peut-être partie prenante, plus acteurs, mais ça peut être eux, mais ça peut être d'autres personnes ou d'autres structures de soutien de l'enfance en danger, pour faire en sorte qu'il y ait toute une communauté qui se trouve et qui se rencontre au sein de l'école, au sein des classes, avec des moments peut-être plus privilégiés. Alors, vous savez que moi, j'étais le défenseur du drapeau, défenseur de moments solennels du lundi matin, du quad neuf, etc. Mais je crois qu'il y a des moments où il faut que cette parole soit libérée, et puis que les enfants sentent véritablement qu'ils sont au sein de l'école, protégés, et là pour apprendre et non pas pour se défendre. Merci. Monsieur le ministre, je vous laisse répondre à cette salve de questions. Merci, Madame la Présidente. D'abord, sur la question donc du sénateur Chevrolet sur comment associer les parents, alors c'est évidemment une question extrêmement importante et qui d'ailleurs va au-delà du simple sujet du harcèlement. On sait que ça n'est pas toujours un point fort de notre école, que d'ailleurs on peut aussi voir la problématique sous différents angles, qui est d'ailleurs celle que à un moment donné a eu le sénateur Grosperrin, c'est-à-dire le fait qu'on voit aussi beaucoup de non-respect des professeurs par les parents et une contestation forte de temps en temps de décisions vis-à-vis d'enfants harceleurs, par exemple. C'est donc tout un mode de relation entre les écoles et les parents, que l'on doit inventer, mais qui ne va pas dans un seul sens. Comme vous le savez, dans la loi pour l'école de la confiance, on a d'ailleurs inscrit dans le marbre le fait que le respect des professeurs était dû et que contester de manière virulente ou violente des décisions professorales est constitutif de quelque chose qui doit être sanctionné. Mais au-delà de ce principe-là, il y a la nécessité de créer des relations fluides entre parents et école.
tout ça peut aller de pair avec le fait que parfois l'établissement comprend mal qu'il y a une situation de harcèlement, et on a donc tous les cas de figure sur le terrain. Les dispositifs qui permettent d'avancer sur ces sujets, c'est notamment la mallette des parents, qui est un dispositif qui maintenant a vraiment fait ses preuves et qui permet en début d'année d'avoir des petits groupes avec les parents pour bien leur faire prendre conscience à la fois des règles du jeu de l'école et aussi du fait qu'ils sont bienvenus à l'école, et une capacité aussi à traiter les problèmes le plus possible à la racine. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, dans les petites écoles où tout le monde se connaît, ça peut être un atout, mais parfois c'est un problème quand les choses se sont dégradées à un certain stade. La consigne, j'en parlais encore hier d'ailleurs dans cette réunion à laquelle j'ai fait référence, c'est d'être capable de bien montrer que la force doit être du côté du droit et pas du côté de ceux qui harcèlent ou des familles qui montrent un peu les muscles dans certaines circonstances, ce qui est malheureusement ce qu'on voit dans certains endroits. Sur les données, comme à la suite de questions qui ont été posées aussi précédemment, donc je voudrais dire que le comité qui se réunit demain est fait aussi pour à la fois analyser les données que nous produisons par nos enquêtes, mais aussi éventuellement suggérer d'autres approches, mais avec le conseil d'évaluation de l'école en particulier. Et nous allons commencer à avoir maintenant de la donnée de plus en plus consolidée sur le phénomène. Mais encore une fois, ce que nous faisons au travers de l'ADEPE nous a déjà permis de voir une baisse du harcèlement, comme je le disais tout à l'heure, aussi bien à l'école primaire qu'au collège. Au lycée, le développement du cyberharcèlement se voit plus que dans les niveaux inférieurs. Sur ce qu'a dit le sénateur Grosperrin sur l'exclusion des élèves, donc là aussi c'est une problématique plus large que le harcèlement, c'est-à-dire au fond comment nous faisons respecter les règles dans les établissements. Nous avons pris des mesures, vous savez, dans le cadre du plan violence, notamment pour arriver à la systématicité des signalements. Donc je le redis, la doctrine de l'éducation nationale n'est pas le pas de vague ou le non-signalement ou les problèmes sous le tapis, quelle que soit l'expression qu'on utilise. Je sais que c'est quelque chose que l'on continue à dire, mais ça doit être très clair, et donc je profite de chaque occasion comme celle-ci pour le dire. Ce n'est pas ce que j'ai demandé depuis 2017. J'ai été très clair sur le fait, par exemple, qu'un établissement n'est pas évalué sur le nombre de signalements. Le fait d'avoir de nombreux signalements n'est pas quelque chose qui se retourne ensuite contre le chef d'établissement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des logiques de ce genre auparavant. Je dis que depuis 2017, le message institutionnel est très clair. Et donc, c'est un peu comme sur le sujet précédent. Je crois qu'on doit être attentif à ne pas faire comme si le pas de vague était la doctrine de l'éducation nationale. Et c'est d'ailleurs pas du tout ce que vous avez dit. Parce qu'on entretient le phénomène. Parce qu'il est exact que certains acteurs ont pu intégrer la logique du pas de vague et qu'il peut y avoir des traces, des sédimentations, si je puis dire. Un peu comme quand vous achetez une tablette de chocolat et qu'on vous dit qu'il y a des traces de cacahuètes. Il peut y avoir des traces du pas de vague dans les politiques publiques menées. Mais certainement pas du fait de la volonté de l'institution. Et donc le message est très clair. Au contraire, il faut signaler. Et donc dans le plan violence, on a demandé signalement systématique et réaction automatique et proportionnée. L'exclusion de l'élève doit donc avoir lieu d'une manière, je dirais, qui correspond à un standard national. Bien sûr que l'exclusion n'est jamais une chose éminemment souhaitable en soi, parce que c'est pas la mesure la plus éducative, mais parfois elle est justifiée. Et lorsque les élèves deviennent des poly-exclus, comme cela arrive, nous avons pris une série de mesures pour pouvoir traiter ce phénomène, notamment dans des structures dédiées. Donc évidemment que cette politique de lutte contre les violences a un impact aussi sur la politique de lutte contre le harcèlement. Et donc je pense qu'on arrive à quelque chose de plus homogène maintenant. Il est tout à fait exact de se dire, mais comme vous l'avez dit et comme je l'avais dit tout à l'heure, que plus on intervient tôt, plus le problème est résolu, et que tout ceci nous renvoie aussi à des sujets pédagogiques. De nombreuses initiatives sont prises. Alors c'est vrai que, comme souvent avec les sujets de l'éducation, quand on tire un fil, on tire toute la pelote des sujets d'éducation nationale. Donc il est vrai que, par exemple, si on réussit à ce que tous les élèves sachent bien lire, écrire, compter et respecter autrui, et d'ailleurs
J'en profite pour dire que respecter autrui, c'est une sorte de 4e pilier que j'ai souhaité ajouter dès le début dans les savoirs fondamentaux et qui, bien sûr, englobe le sujet de la lutte contre le harcèlement. Eh bien, si on réussit ça, on sait très bien que des élèves consolidés sur le plan de leur savoir sont moins violents, moins harceleurs que lorsqu'il y a une sorte de malaise vis-à-vis de l'institution scolaire de la part d'un élève. Et donc les enjeux de vocabulaire en font partie, mais aussi toutes les initiatives que nous prenons au titre des compétences sociales des élèves. Et il peut y avoir des initiatives pédagogiques comme celle que vous avez citée en faisant référence à Freinet. Et c'est vrai que tout ce que nous allons faire aussi au titre de l'engagement des élèves fait partie de cette stratégie éducative. Je voudrais m'arrêter un instant sur cela parce que ça fait écho, encore une fois, à la dimension systémique du sujet. J'ai toujours dit que dans les sociétés sécularisées comme la nôtre, on sent parfois un manque qui est celui du moment initiatique pour l'élève. Dans les sociétés anciennes, il y a, que ce soit sous la forme religieuse ou sous les formes diverses et variées anciennes, l'adolescent qui rentre dans l'adolescence fait l'objet d'un rite, de quelque chose qui fait rentrer dans ce nouvel âge. Et aujourd'hui, finalement, c'est l'entrée au collège qui joue ce rôle, mais qui le fait imparfaitement. Et quand il n'y a pas de ritualisation de cette entrée dans l'adolescence, elle se fait par des voies diverses, comme les bandes, par exemple, ou déboucher sur des phénomènes comme la drogue, le fondamentalisme ou d'autres choses. On doit donc beaucoup plus ritualiser l'arrivée au collège et beaucoup plus favoriser les phénomènes d'engagement positif des élèves. C'est le sens, par exemple, des éco-délégués dont j'ai parlé, mais aussi des initiatives que nous prenons pour favoriser l'engagement dès l'âge du collège, par exemple avec le secourisme ou avec les partenariats avec la gendarmerie, les pompiers, etc. Et le SNU est aussi un signal que nous envoyons, non seulement aux élèves de 16 ans concernés, mais même en amont de cet âge en matière d'engagement. Donc des élèves engagés dans des causes d'intérêt général sont des élèves qui ont très peu de chances de devenir harceleurs et qui en tout cas vont développer un système de valeurs qui est la meilleure des vaccins contre ces problèmes. Donc oui, le sujet est pédagogique et éducatif en premier lieu, comme toujours dans nos domaines, et on doit donc là encore avoir la vision systémique de ce sujet. Je ne veux pas être trop long parce qu'en effet on peut dire beaucoup de choses à partir de là, mais en tout cas sur la parole des parents dont vous avez parlé aussi, vous avez dit à juste titre que les parents n'entendent pas ont du mal parfois à entendre que leur enfant est harceleur. Et c'est vrai que quand on parle de ces sujets, on parle toujours du harcelé, mais on parle moins du harceleur. Et il est fréquent d'ailleurs que quand on fait quand on interroge les élèves, parfois ils ne sont pas conscients d'être harceleurs, et c'est un travail sur le sujet qui fait héberger le fait qu'à certains moments, un enfant peut être harceleur. Parfois il arrive qu'un enfant soit et harceleur et harcelé. Et donc nous devons travailler sur cette parole des parents, dans le sens que je commençais à indiquer tout à l'heure, et ça pourrait passer peut-être par une généralisation de la mal-être des parents et en tout cas une orientation de la mal-être des parents vers le sujet harcèlement. Enfin, sur ce que vous avez dit sur la défenseur des droits, à l'éducation nationale, donc je suis d'accord avec l'esprit de votre question, à l'éducation nationale, la correspondante de la défenseur des droits, enfin ce qui correspond à cette fonction, c'est la médiatrice de l'éducation nationale, qui est Catherine Bizot actuellement, et comme vous le savez, il y a un médiateur dans chaque académie. De sorte que quand l'institution n'a pas résolu un problème et qu'il demeure, la médiatrice ou les médiateurs sont de plus en plus saisis et jouent un rôle essentiel. Et ils sont correspondants de manière tout à fait juridiquement établie de la défenseur des droits. Donc je pense qu'il ne faudrait pas superposer un nouveau dispositif, mais vraiment pleinement, ce que je crois nous faisons beaucoup, mais on peut le faire plus, pleinement prendre en compte le rôle des médiateurs dans ce rôle. Et d'ailleurs, en parlant de médiateurs, et puisque nous avons parlé des délégués et des ambassadeurs contre le harcèlement, c'est des formations à la médiation qui sont proposées aussi aux élèves pour qu'ils apprennent dès le plus jeune âge à être médiateurs dans des conflits et à apprendre des façons de faire qui installent de la paix et de la fraternité dans la relation des élèves au quotidien. Merci, Monsieur le Ministre. Thomas Dossus.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. La question des données est revenue plusieurs fois, mais parce que je pense que c'est important. On avait déjà eu cet échange sur les données concernant les atteintes à la laïcité qui étaient compliquées à obtenir. Vous l'aviez reconnu. Et là, vous nous parlez d'enquêtes assez larges et aussi des signalements. Et est-ce que à terme, il est prévu peut-être de rendre public le nombre de signalements, alors pas forcément par établissement, parce que comme vous l'avez dit, il ne faut pas évaluer les établissements en fonction de ces données-là, mais peut-être par académie pour savoir à peu près où on se situe et peut-être évaluer justement les établissements qui mettent en place certains dispositifs, savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ça permettrait aussi, avec le spectre de mesures que vous nous avez annoncé, ça permet aussi d'évaluer un peu plus clairement ce qui fonctionne, ce qui n'a pas forcément d'impact important. Donc je veux savoir si vous aviez prévu de les rendre publiques, ces données. Et puis l'autre question que j'avais, c'était sur l'accompagnement des victimes de harcèlement. Est-ce qu'au sein de la médecine scolaire, il y a des formations qui sont prévues? Alors la médecine scolaire, c'est un chantier assez important aussi, puisqu'elle est un peu en souffrance actuellement. Mais est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des informations sur ce qui est actuellement en place pour que peut-être au sein de la médecine scolaire, il y ait de l'accompagnement des victimes de harcèlement. Et puis, je pense que si on veut limiter le sentiment d'impunité des harceleurs, mais c'est dans ce que vous nous avez décrit, il y a déjà des dispositifs qui sont faits. Il faut limiter les délais entre les signalements et l'action qui est mise en place. Et j'ai l'impression que c'est quand même pas très clair quand on doit orienter une victime de harcèlement sur la façon dont elle peut se défendre entre les 2 numéros de téléphone, entre l'équipe pédagogique à qui elle peut signaler des choses et puis peut-être aller en justice. Donc il y a quelque chose qui me paraît un peu touffu là-dedans. Et est-ce qu'il est prévu peut-être de simplifier ça pour avoir, on va dire, pour limiter le temps entre le signalement d'un phénomène de harcèlement et l'action qui est mise en place par l'institution. Et enfin, sur les réseaux sociaux, vous parlez d'interdiction du téléphone. Moi, au-delà de l'interdiction, parce que en gros, il y a un besoin de formation. Les élèves sont autodidactes sur ces plateformes-là et peut-être passent à côté de ce qui est possible de faire une fois qu'on est victime de harcèlement à travers son téléphone qui ne les quitte plus, y compris au sein du domicile familial. Peut-être qu'il y a besoin d'une formation un peu plus large aux réseaux sociaux et sur ces plateformes-là au sein des écoles et des collèges et des lycées. Et est-ce que là-dessus, il y a quelque chose qui peut être accentué? Voilà mes questions. Je me permets d'ajouter une question dans le prolongement de ce que vous venez de dire. N'est-il pas possible de faire connaître à tous les collégiens les applis comme Bodyguard qui existent et qui fonctionnent bien, comme on prévient sur les pare-feux, les antivirus quand on se sert d'un ordinateur? Vous voulez que je réponde maintenant? Non, il y a encore une question de M. Bourgi. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci beaucoup pour les propos que vous avez tenus hier à Montpellier, le département dont je suis l'élu, dont j'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt dans le journal local Le Midi Libre. Et merci beaucoup pour les propos que vous venez de développer ici. J'aurais 2 questions. La première, c'est concernant ce carré régalien que vous voulez mettre en place à la rentrée prochaine. Est-ce que vous avez prévu des personnels dédiés pour veiller au respect de ce carré régalien ou est-ce que c'est un moyen constant en redéployant des effectifs qui existent déjà, sachant qu'aujourd'hui, au niveau du rectorat et des inspections d'académie, on se rend compte qu'ils travaillent à flux tendu. Si jamais vous leur assignez de nouvelles missions et que vous ne leur donnez pas les moyens humains afin de remplir ces missions, ça risque d'être un petit peu compliqué et décevant tant pour vous que pour nous. La deuxième interrogation que je voudrais formuler, c'est suite à l'audition que nous avons faite auprès des représentants des réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, TikTok et quelques autres, chez lesquels j'ai senti plutôt un sentiment de minoration ou de défausse. Lorsqu'on leur parlait de la gravité de la situation et de son ampleur, ils se défaussaient et ils minoraient. Et dans leur stratégie de réponse et même de défense, ils utilisaient le fait que vous aviez participé à des après-midi de chat qui réunissaient 500 jeunes.
je n'ai absolument rien contre les séances de chat qui réunissent quelques centaines de personnes, mais lorsqu'on a des centaines de milliers de jeunes dans notre pays qui sont confrontés à ce risque-là, qu'est-ce que c'est ces 500 ou 600 jeunes qui participent à une après-midi de chat avec le ministre? Donc je ne voudrais pas que les réseaux sociaux utilisent votre participation pour nous montrer ou pour essayer de nous prouver qu'ils font le maximum de choses et qu'ils ont finalement la bénédiction du ministre et du ministère pour ne pas aller au-delà de ce qu'ils font. Parce que j'ai le sentiment qu'ils font le service minimum et je ne voudrais pas qu'à votre insu, ils puissent utiliser votre participation à ce genre de manifestation pour ne pas faire davantage. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. D'abord, sur la première série de questions, donc sur la transparence des données, je pense que nous allons aller donc vers plus de données. Parce qu'il n'y a pas de non-transparence actuellement. Les données que nous avons, nous les donnons. Simplement, on peut considérer que dans le passé, finalement, le phénomène a été pas assez bien mesuré. Donc la question, me semble-t-il, est celle de la finesse de notre information, d'où ce que j'ai dit précédemment sur désormais la systématicité des enquêtes. Ça peut être à l'échelle des établissements, non pas pour les signalements en effet comme vous l'avez dit, mais pour le climat scolaire, donc vraiment donner quitus à un établissement d'une bonne politique de climat scolaire et donc de lutte contre le harcèlement. Et puis effectivement à l'échelle d'une académie, être capable, comme vous l'avez dit, de faire le point sur l'évolution de la situation. Nous en sommes capables désormais, et d'ailleurs le carré régalien sur lequel je vais revenir va contribuer à ça, c'est-à-dire une meilleure collecte des données et un meilleur portrait de ce qui se passe en matière de violence, mais aussi en matière de harcèlement. Je rappelle que sur le sujet des violences, nous avons fait des progrès très importants, comme d'ailleurs sur le sujet laïcité, sur lequel nous sommes capables désormais de donner des données transparentes chaque trimestre. Sur l'accompagnement des victimes, vous avez fait référence à juste titre à la médecine scolaire, sujet sur lequel on prendra aussi des initiatives parce que c'est exact de dire qu'elle est parfois sous-calibrée par rapport à tous les enjeux, a fortiori dans la crise que nous venons de traverser. Et on sait que par exemple les infirmières scolaires, comme les médecins, jouent un rôle important, mais au quotidien pour recevoir les élèves et être à l'écoute et en tirer parfois des conséquences, comme d'autres personnels d'ailleurs que sont les psychologues ou les assistantes sociales, et puis les professeurs eux-mêmes qui souvent sont dans ce rôle. Sur la question de l'impunité, vous avez raison je pense de dire qu'il faut qu'on limite le temps entre le signalement et la réaction de l'institution. De nouveau, le carré régalien est là pour cela, c'est-à-dire avoir chaque soir sur le bureau de recteur les signalements de la journée, chaque semaine les réunions appropriées et des réactions immédiates de l'institution pour venir en appui de l'établissement ou à tout le moins interroger l'établissement sur ce qui se passe et les réponses qui sont apportées. Donc ça c'est vraiment, on retrouve la question précédente sur la question des données, c'est-à-dire, puisque ces deux questions n'en font qu'une, c'est-à-dire la remontée des éléments, et non pas pour faire juste des statistiques, bien sûr, mais pour être capable de réagir immédiatement. Sur les formations pour maîtriser Internet, c'est évidemment là aussi un sujet très important, qui a lui aussi avancé. Rappelons que ça fait évidemment partie du programme phare, qui d'ailleurs comporte, par rapport aux questions qui ont été posées tout à l'heure sur la famille, un volet famille. Dans chaque établissement appliquant phare, il y a des ateliers dénommés famille pour cela. Et donc désormais, aussi bien dans la formation des futurs professeurs que dans la formation continue des professeurs et des personnels, que dans la formation des élèves eux-mêmes, la lutte contre le harcèlement est inscrite et fait partie de la stratégie suivie.
Sur les questions qui ont été posées au sujet du carré régalien, oui, d'abord merci pour vos propos initiaux, monsieur le sénateur. Alors oui, il y a des personnels dédiés sur les 4 points, et c'est un des objectifs. Sur certains de ces points, j'ai eu à m'engager devant vous, sénateurs et sénatrices, et aussi devant les députés, par exemple sur les sujets d'instruction en famille, j'ai eu à m'engager sur le fait d'étoffer les équipes. Parce que on a souvent dit, qu'on soit pour ou contre la loi, que ce qui manquait, c'était tout simplement les ressources humaines pour effectuer les contrôles nécessaires. Donc c'est un exemple typique où on étoffe les équipes. Et la réunion que j'ai eue hier à Montpellier était assez significative d'autres réunions qu'on peut avoir dans d'autres parties de France. C'est-à-dire, on a réellement aujourd'hui des équipes. Donc des sujets qui étaient épars auparavant, qui parfois même étaient peu ou maltraités, sont désormais des sujets, encore une fois, qui sont, d'où cette notion de carré régalien, c'est-à-dire que c'est des sujets qui sont rassemblés, articulés entre eux, et font l'objet, sur chacun des 4 points, d'une capacité d'intervention de l'institution et d'une vision RH du sujet. C'est-à-dire que lorsqu'on se rend compte qu'il y a des faiblesses dans un endroit, on regarde qui s'en occupe, ne sont-ils pas assez nombreux, ne sont-ils pas assez formés. Et donc cette approche permet un peu de rassembler les analyses que l'on peut faire et d'être plus efficace. Sur ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux, alors d'abord je vais faire attention effectivement à ne pas servir de caution d'une quelconque manière. C'est important que nous sachions bien utiliser les réseaux sociaux, nous en tant qu'institution, et pour relayer des messages positifs vis-à-vis des élèves, ce que nous faisons parfois. Et il faut qu'évidemment on réussisse à faire valoir des logiques positives au travers des réseaux sociaux. Maintenant, vous avez dit qu'il y avait une forme de défausse de la part des responsables des réseaux sociaux sur la question du cyberharcèlement. Je crains que vous n'ayez raison. C'est vraiment ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la suite de vos travaux, mais aussi de la réunion de demain, j'ai bien l'intention de prendre de nouvelles initiatives en la matière, de façon à ce que, encore une fois, les responsables de réseaux sociaux ne se considèrent pas comme des responsables de tuyaux. Sur certains sujets, d'ailleurs, ils ne se considèrent pas comme responsables de tuyaux, et que donc on aille au bout de la responsabilisation de chacun, notamment dans leur réactivité, et aussi dans leur capacité à consacrer des moyens et du temps, de l'énergie et des contenus à la lutte contre le harcèlement. Et si on est capable de censurer Donald Trump, on doit être capable de censurer le harceleur du coin. Je reviens sur ma question pratico-pratique de tout à l'heure. Est-ce difficile de donner aux élèves les outils qui existent et qui permettent de les protéger dès qu'ils s'en servent, en fait, hein. Oui, et j'ai une autre question, j'en profite. Ne faudrait-il pas prévoir un délit spécifique de harcèlement scolaire, ne serait-ce que pour afficher clairement un interdit sociétal ? Alors, sur la deuxième question, sur le délit, donc, nous avons inscrit dans la loi pour l'école de la confiance cela, le fait qu'il y avait un droit à ne pas être harcelé, dont la conséquence était évidemment que quelqu'un qui harcèle doit être poursuivi. Il y a un arsenal juridique. D'ailleurs, le procès Mila sur la question du cyberharcèlement montre bien qu'il y a des outils juridiques désormais pour lutter contre l'attaque en meute, en quelque sorte. Donc, peut-être y a-t-il de nouvelles mesures à prendre sur le plan juridique. Je n'en suis pas certain. Je pense qu'on a les outils pour cela. Mais s'il fallait le faire, j'en serais évidemment partisan. Sur la question donc des outils que l'on pourrait diffuser, là aussi, je ne vais pas vous répondre de but en blanc sans analyser ce qu'il en est. Mais évidemment que si cela si les droits sont libres, si techniquement c'est faisable, je ne vois que des avantages à être capable de faire cela. Et si vous voulez, le programme phare peut être vraiment le véhicule de ces choses-là. C'est-à-dire que l'avantage du programme phare, c'est qu'il est évidemment évolutif, que nous continuons à regarder les bonnes pratiques mondiales, et c'est d'ailleurs ce que la réunion de demain permettra de faire, et que donc on peut sans arrêt le faire évoluer en termes de contenu, et y compris au travers des outils numériques que l'on peut y inclure.
Bien, merci. Y a-t-il encore d'autres questions? Madame la rapporteure. Je vais rajouter une autre question pratico-pratique. Est-ce que le programme phare peut en début d'année scolaire, présenter à l'ensemble de la communauté scolaire les différentes mesures et sensibiliser à la fois les personnels, les familles, ainsi que les élèves d'ailleurs. Je parlais tout à l'heure d'une déficience en matière d'éducation au droit. Est-ce que tout cela pourrait être expliqué? Parce que, bon, on va dire, on met le programme phare en place aux familles ou aux enseignants. Si ça ne va pas plus loin, c'est pas suffisant. Enfin, il faudrait vraiment qu'il y ait chaque année, on réunisse les parents, même qu'on leur fasse signer un contrat, enfin, qu'il y ait vraiment du pragmatisme aussi en la matière. Oui, je crois que la généralisation du programme phare va dans le sens de ce que vous dites, parce qu'il y a nécessairement en début d'année l'exposé de la stratégie de l'établissement, et notamment dans les réunions avec les parents de début d'année. En plus, il y a une adaptabilité du programme établissement par établissement, ce qui fait que des idées comme la signature du règlement de l'établissement et la signature de la stratégie de lutte contre le harcèlement sont des choses tout à fait faisables à l'échelle de chaque établissement. Vraiment, je pense que, j'aurais beaucoup insisté sur ça aujourd'hui, mais la généralisation de phare à la rentrée prochaine est un événement extrêmement important. On a, encore une fois, un véhicule et un outil de prise de conscience très fort. Et donc le début d'année sera beaucoup placé sous cet auspice.